Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'accueillir le général Harald Kuyat, général 4 étoiles à la retraite, qui a été chef des forces armées allemandes, la Bundeswehr, occupant le poste le plus élevé au sein des forces armées allemandes. Il a également siégé au comité militaire de l'OTAN, qui est la plus haute fonction militaire au sein de l'OTAN. Bienvenue dans l'émission. C'est un grand honneur de vous recevoir. Avec plaisir. Je voulais donc d'abord vous interroger sur l'état des relations entre l'Occident et la Russie, car après la guerre froide, il y avait un grand optimisme quant aux relations entre l'Occident et la Russie. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes empêtrés dans cette guerre par procuration en Ukraine, qui pourrait dégénérer en une véritable guerre nucléaire. Comment expliquez-vous que les relations entre la Russie et l'Occident se soient autant détériorées au cours des 30 dernières années? Il est vrai qu'en réalité, les relations après la guerre froide, en fait même avant la dissolution de l'Union soviétique, se sont améliorées entre l'OTAN et la Russie, et à l'époque encore l'Union soviétique. D'importants efforts ont été entrepris, et en 1990, par exemple, il était déjà prévu d'instaurer un échange mutuel, un dialogue, ainsi qu'un partenariat stratégique entre l'OTAN et la Russie. La Russie a effectivement cherché à se rapprocher de l'OTAN, et en 1991, avec le tout premier concept stratégique de l'OTAN dans l'histoire de l'Alliance, un véritable nouveau départ a été amorcé. Et cela s'est poursuivi, bien sûr, avec l'acte fondateur OTAN-Russie, la création du Conseil OTAN-Russie, tant au niveau politique, des ambassadeurs aux ministres de la Défense et des Affaires étrangères, jusqu'aux chefs d'État et de gouvernement. Et, du côté militaire, bien sûr, les chefs d'état-major, qui se réunissaient au moins 2 fois par an. Un représentant militaire permanent de la Russie était également présent au quartier général avec une petite équipe, et ces réunions avaient alors lieu au moins 1 fois par mois. J'ai moi-même été président du Conseil OTAN-Russie des chefs d'état-major. Par ailleurs, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'à ce titre, j'ai également présidé la commission OTAN-Ukraine des chefs d'état-major. J'avais donc les 2 parties à ma table de négociation. Cela a bien sûr ouvert de nouvelles perspectives. En ce qui concerne les changements, il faut dire qu'ils ont en réalité commencé au niveau stratégique en 2002 avec la dénonciation du traité ABM par les États-Unis. Il s'agissait d'un traité très important, l'ABM signifiant traité sur la défense antimissile balistique. C'était en quelque sorte le complément du traité sur les systèmes stratégiques intercontinentaux, c'est-à-dire d'une part les systèmes offensifs et d'autre part les systèmes défensifs. Cet ajout visait à assurer la stabilité stratégique nucléaire entre les 2 superpuissances nucléaires. Et la Russie a interprété cela comme une tentative de gagner la domination et la supériorité dans ce domaine. La rupture politique est ensuite survenue en 2008 lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, où le président américain de l'époque, Bush, a tenté, avec une force considérable, d'imposer une invitation à la Géorgie et à l'Ukraine pour qu'elles deviennent membres de l'OTAN. Cela n'a pas abouti à l'époque, mais, pour sauver la face, une perspective a été incluse dans le communiqué, selon laquelle l'Ukraine pourrait tout de même devenir membre de l'OTAN. Et pour moi, ces 2 événements représentent en fait les tournants dans la relation entre l'OTAN et la Russie. J'aimerais ajouter pourquoi c'est le cas. Les 2 objectifs stratégiques les plus importants de la Russie sont premièrement d'éviter un conflit avec l'autre superpuissance nucléaire, les États-Unis. Le deuxième objectif stratégique le plus important de la Russie est d'éviter un conflit militaire direct avec l'OTAN.
ce qui implique, en fin de compte, qu'un affrontement avec les États-Unis pourrait également avoir lieu. Ces deux objectifs ont toujours été dominants. Dès le milieu des années 1990, la Russie l'a exprimé à plusieurs reprises. Je peux donc dire, d'après mon expérience personnelle, que cela est toujours ressorti clairement dans les discussions que nous avons eues. En fin de compte, cet objectif a conduit la Russie à tenter d'imposer, lors des négociations sur l'acte fondateur OTAN-Russie de 1987, une prise de décision conjointe, c'est-à-dire des décisions communes concernant les risques de sécurité pour la Russie ou pour l'OTAN. Cela n'était bien sûr pas possible, car de telles décisions ne peuvent être prises que par les États membres. Mais nous avons trouvé une formulation qui a finalement permis d'établir un mécanisme de gestion des crises et des conflits, avec également la possibilité, dans certaines situations et sous certaines conditions, de prendre des décisions conjointes. C'est là le point décisif. Et cette zone tampon, dans laquelle la Russie partait du principe que des conflits de crise pouvaient surgir dans cette zone tampon, c'est-à-dire dans les anciens États du pacte de Varsovie, ou en incluant l'Ukraine, qui pourrait alors mener à une confrontation militaire directe entre l'OTAN et la Russie. C'était la grande inquiétude. C'est pourquoi une zone tampon devait être instaurée ici, afin d'éviter cela. Après l'élargissement de l'OTAN, l'accent s'est naturellement déplacé vers l'Ukraine. Ainsi, la Russie tente, dans cette guerre qui se déroule ici, d'atteindre précisément cet objectif qu'elle poursuit depuis des décennies. Eh bien, lorsque les Russes ont envahi en 2022, nous avons adopté ce récit selon lequel il s'agissait d'une attaque non provoquée. C'est un récit très important, car une fois que nous avons accepté que l'invasion russe n'était pas provoquée, cela signifiait que toute négociation était perçue comme une récompense de l'agression et de la conquête. Ainsi, la seule voie vers la paix était la victoire militaire, c'est-à-dire vaincre la Russie. Êtes-vous d'accord avec cette analyse des provocations et des motivations russes? Il y a deux arguments qui sont constamment avancés. Vous en avez mentionné un. La guerre était non provoquée. Le second est qu'il s'agirait d'une guerre totale, c'est-à-dire que l'objectif de la Russie serait de conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Je souhaite aborder ces deux aspects. Non provoqué. C'est une question à laquelle on peut en fait répondre assez rapidement, mais je voudrais tout de même m'attarder un peu. Cette guerre a une longue histoire, et Jeffrey Sachs a récemment parlé et écrit très en détail sur ce passé, en l'expliquant de manière très approfondie. C'est pourquoi je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais l'un des points décisifs est le coup d'État contre le président ukrainien démocratiquement élu Yanukovych en 2014, suivi d'une guerre civile dans l'est de l'Ukraine, menée principalement entre l'armée ukrainienne et la population russophone de cette région. Cela est en grande partie lié au fait que les droits civiques de cette population russophone ont été fortement restreints. Ensuite, il y a eu Minsk II en 2015 et ce traité visait justement à trouver une solution pour régler ce conflit. L'essence de cet accord était d'accorder à ces régions du Donbass un statut spécial au sein de l'État ukrainien, c'est-à-dire le droit de parler russe, de préserver la culture russe et d'autres droits similaires, et que cela devait être inscrit dans une réforme constitutionnelle d'ici la fin de l'année 2015. Cela n'a pas été fait par le gouvernement ukrainien. Au contraire, il s'est passé tout autre chose. On a commencé à moderniser les forces armées ukrainiennes, à les réarmer, à augmenter à nouveau leur effectif. Nous l'avions pourtant nettement réduit au début du siècle et maintenant, il a de nouveau été augmenté.
comme nous l'avons tous entendu plus tard de la part de Madame Merkel, qui a participé à la négociation de cet accord, mais aussi de l'ancien président français Hollande. L'intention réelle n'était pas de résoudre ce conflit, mais de gagner du temps pour réarmer les forces armées ukrainiennes. Il faut qualifier cela de manœuvre de tromperie tout à fait évidente. Je vais donc maintenant avancer jusqu'à l'année 2021. En décembre 2021, la Russie a alors tenté d'apaiser cette situation sécuritaire par des accords sur des arrangements de sécurité, à la fois directement avec les États-Unis et avec l'OTAN. Les deux parties ont refusé d'ouvrir des négociations à ce sujet. Parallèlement, la Russie a tenté d'exercer une pression en concentrant un grand nombre de forces armées aux frontières de l'Ukraine. Autrement dit, il s'agissait de créer une véritable pression pour négocier. Cela n'a pas réussi à la Russie. Au contraire, la situation s'est nettement aggravée au cours des mois de janvier et février 2022 et la Russie a alors envahi. Et maintenant vient un point tout à fait décisif. La question est toujours de savoir quel objectif stratégique je poursuis ainsi. Alors, quelle était l'intention de la Russie en agissant ainsi? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a en fait deux opinions réalistes à ce sujet. La première était que la Russie voulait exercer davantage de pression, non plus en dehors des frontières de l'Ukraine, mais en occupant des parties de l'Ukraine, afin de forcer l'Ukraine à négocier. J'avais une autre opinion. Selon moi, la Russie voulait essayer de renverser le gouvernement ukrainien, c'est-à-dire de provoquer ce qu'on appelle aujourd'hui un changement de régime et d'installer un gouvernement favorable à la Russie. Cela aurait en principe permis d'éviter une guerre. Pourquoi est-ce que je pense cela? D'une part, parce que la conduite globale des opérations ne permettait rien d'autre. En effet, environ 170 000 soldats russes ont pratiquement envahi le pays. Pas en formation d'attaque, mais ils sont entrés, pour ainsi dire, en tant que force d'occupation, face à une armée ukrainienne de plus de 400 000 hommes, équipée de manière moderne, comme je l'ai dit, modernisée et entraînée par l'Occident pendant 8 ans. Ainsi, l'occupation de l'ensemble du pays n'est possible ni par le nombre de soldats nécessaires à une telle occupation, ni pour vaincre les défenses ukrainiennes. Deuxièmement, des points stratégiques ont été occupés afin de garantir que ce changement de régime puisse effectivement être réalisé. Cela n'a pas réussi. D'ailleurs, il y a quelque temps, le président ukrainien Zelensky a confirmé exactement cela lors d'entretiens en marge à Davos. Il devait en effet être remplacé par Medvedchuk. C'est l'ancien chef de l'opposition à la Rada suprême qui devait devenir président et qui est considéré comme pro-russe. Donc cette évaluation ou ce récit selon lequel la Russie aurait mené une attaque non provoquée n'est pas tenable. Et l'autre idée, selon laquelle la Russie aurait tenté ou tenterait encore, comme elle le prétend parfois, d'occuper toute l'Ukraine, n'est pas non plus tenable. Les objectifs de la Russie ont désormais changé. Le changement de régime a échoué. Désormais, la Russie cherche à occuper les 4 régions, à savoir Louhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, dans leurs anciennes frontières administratives. Et là aussi, il existe des nuances très importantes, car les 2 républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk ont un statut tout à fait différent. Il s'agit en fait d'une sécession, même si la Russie a ensuite, le 30 septembre 2022, intégré ces régions de facto à la Fédération de Russie. Vous avez mentionné et critiqué le sabotage de l'accord de Minsk entre 2015 et 2022. Mais vous avez également souligné que cela portait atteinte au droit international lui-même, étant donné qu'il avait été approuvé par les Nations Unies.
Cependant, j'aimerais aussi vous interroger sur les négociations d'Istanbul, qui ont débuté début 2022. En mars 2022, le président Zelensky a accordé une interview à The Economist, dans laquelle il a averti que certains pays occidentaux préféreraient une guerre longue avec la Russie pour affaiblir cette dernière, même si cela devait signifier la destruction de l'Ukraine. Je me demandais toutefois ce que l'on sait aujourd'hui du sabotage de cet accord d'Istanbul. What do we actually know now about the sabotage of this agreement? Il y a eu 2 tentatives de négociation. D'abord en Biélorussie, 4 jours après le début de l'offensive russe, puis les négociations à Istanbul, que vous avez mentionnées. Lors de ces négociations à Istanbul, les 2 parties, comme c'est toujours le cas dans de telles situations, ont négocié dans une situation où elles considéraient les pourparlers comme la seule issue raisonnable. La Russie, parce que la tentative que je viens de décrire, à savoir provoquer un changement de régime, avait échoué. Et l'Ukraine, parce qu'elle partait du principe que la Russie allait effectivement mener une guerre massive, que l'Ukraine ne pourrait pas survivre. Cela a également conduit à une volonté de compromis des 2 côtés. Finalement, ce cycle de négociations s'est terminé le 15 avril par un accord sur la neutralité permanente de l'Ukraine et des garanties de sécurité. C'est très important, car cette question des garanties de sécurité joue encore aujourd'hui un rôle majeur. Ce traité avait été largement négocié. Il restait encore des points qui n'étaient pas clairement résolus. Un point important qui n'avait pas été clarifié était la question de savoir comment les puissances garantes exerceraient leurs obligations de garantie. Il y avait en effet dans ce traité une clause concernant des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et les puissances garantes devaient être les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, donc aussi la Russie. La Russie a insisté pour qu'avant que ce cas de garantie ne se produise, un vote ait lieu entre les puissances garantes, ce que l'Ukraine a interprété comme une possibilité de bloquer l'exercice de l'obligation de garantie par un veto. Mais il y avait aussi d'autres questions, par exemple concernant l'effectif total des forces armées ukrainiennes. Là aussi, il y avait des divergences d'opinion. Le nombre de grands systèmes d'armement et bien d'autres choses ont également été fixés. Un accord très détaillé. Ce qui est décisif, c'est qu'il était en principe prêt à être conclu, à l'exception de quelques points, et que ces points litigieux que je viens de mentionner devaient ensuite être clarifiés lors d'un entretien direct entre les 2 présidents, c'est-à-dire Zelensky et Poutine. Cet accord, ou plutôt sa conclusion, a clairement été torpillé par l'Occident. Je pense qu'il n'y a désormais plus aucun doute à ce sujet. Ce qui a été décisif, c'était manifestement la visite inopinée du Premier ministre britannique de l'époque Johnson à Kiev le 9 avril, au cours de laquelle il a clairement déclaré que l'Occident n'était pas prêt à mettre fin à la guerre. Et le négociateur ukrainien, David Arachamija, qui menait les négociations à Istanbul, c'est en quelque sorte le chef de l'opposition, le président du groupe parlementaire du parti de Zelensky, qui est ensuite retourné à Kiev entre-temps, s'est vu dire, du moins selon ce qu'il a expliqué dans une interview par Johnson, « Vous ne devez pas négocier, continuez simplement à vous battre ». Et l'objectif qui y était lié a d'ailleurs été formulé très précisément peu après par le ministre américain de la Défense de l'époque. La Russie devait être affaiblie politiquement, économiquement et militairement. C'était le point décisif. Et le moyen d'y parvenir, c'était justement cette guerre. En réalité, c'est toujours cette guerre qui est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Or, entre-temps, le président Trump a dit « Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden ».
Il n'assume donc plus la responsabilité de la conduite de cette guerre. Désormais, cette responsabilité se déplace vers les Européens. Cela devient donc de plus en plus une guerre par procuration entre l'Europe et la Russie. Je me souviens aussi que l'ancien Premier ministre israélien, Bennett, disait la même chose, que les Américains et les Britanniques voyaient une opportunité, une armée de centaines de milliers d'Ukrainiens qu'ils pouvaient utiliser contre la Russie. Il aurait donc été presque insensé de ne pas les utiliser comme intermédiaires et d'accepter la paix à la place. Mais il me semble que vous aviez accordé une interview en janvier 2023 que j'ai trouvée intéressante, car vous indiquiez alors que la guerre était déjà perdue et que l'Allemagne risquait de se retrouver seule face à une Russie très en colère. Encore une fois, cela remonte à 2 ans et demi. À l'époque, tout le monde clamait que l'Ukraine était en train de gagner et que l'OTAN n'avait jamais été aussi forte. Comment perceviez-vous l'évolution de la situation à ce moment-là? Et pensiez-vous déjà que l'OTAN se dirigeait vers une défaite dans cette guerre par procuration? Et aussi, comment voyez-vous la relation entre l'Allemagne et les États-Unis dans ce contexte? Pensez-vous que l'Allemagne est aujourd'hui subordonnée? Je n'étais pas le seul à arriver à cette conclusion. En Occident, nous avons continuellement entretenu l'illusion, influençant ainsi la position du gouvernement ukrainien. Nous avons nourri l'illusion que l'Ukraine pourrait encore gagner cette guerre, militairement, ce qui signifierait, selon les objectifs officiels des Ukrainiens, qu'ils reprendraient la Crimée et qu'ils récupéreraient également les territoires de l'Est de l'Ukraine, actuellement occupés par la Russie. Cela a toujours été, et reste encore aujourd'hui, une pure illusion. Quiconque comprend un peu la stratégie, quiconque a de l'expérience dans ce domaine, est arrivé très tôt à une autre conclusion. Et je n'étais pas le seul dans ce cas. Je rappelle ici les propos de l'ancien chef d'état-major américain, Mark Milley, qui a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient atteint ce qu'il était raisonnable d'atteindre. Il n'y a pas plus à espérer, et il faut maintenant négocier. Cela signifiait bien sûr aussi qu'il n'est pas resté en fonction très longtemps par la suite. Mais il l'a dit très ouvertement. D'ailleurs, le commandant en chef ukrainien de l'époque, le général Zaloujny, a également déclaré « Si je dois vraiment mener une offensive réussie, il me faut, je crois qu'il a dit 300 chars, 600 à 700 véhicules de combat d'infanterie et 500 obusiers. Mais je ne les obtiens pas. » Cela signifie que je ne peux absolument pas atteindre l'objectif politique qui m'a été fixé. Mais en Occident, on a sans cesse entretenu l'illusion avec chaque nouveau système d'armes. Et la qualité, la portée des systèmes d'armes ont été augmentées à chaque fois. Et chaque fois, c'était un game changer. Cela devait donc en quelque sorte renverser la situation stratégique en faveur de l'Ukraine. C'était voué à l'échec dès le début. Cela signifie aussi, si l'on regarde en arrière, qu'est-il arrivé à cette attitude occidentale? Notre devise était « L'Ukraine ne doit pas perdre la guerre et la Russie ne doit pas la gagner ». Quelle absurdité quand des politiciens tiennent de tels propos. Mais si l'on regarde en arrière, il faut aussi dire que toutes les occasions qui se sont présentées au cours de cette guerre, pour mettre fin aux tueries, pour mettre fin à cette guerre, pour mettre fin à la destruction de ce pays, toutes ces occasions ont été manquées. Bien sûr, les négociations d'Istanbul sont particulièrement notables dans ce contexte, mais il y a eu à plusieurs reprises cette possibilité. La Chine a ensuite fait une proposition très raisonnable, qui avait d'ailleurs été acceptée par Poutine à un moment donné. Il s'agissait de reprendre là où l'on s'était arrêté à la mi-avril 2022. Cela signifie qu'on aurait déjà parcouru une certaine distance vers la paix. La Chine a ensuite proposé conjointement avec le Brésil un plan en 6 points.
mit Brasilien ein Sechs-Punkte-Verfahren vorgeschlagen. Ich selbst habe ja dann 2023 Moi-même, en août 2023, j'ai encore fait des propositions avec Peter Brandt et Horst Teltschik. Bien sûr, celles-ci sont désormais dépassées par l'évolution de la situation militaire et le durcissement des positions politiques. Mais si l'on réfléchit à toute la souffrance et la destruction qui auraient pu être évitées, si l'Occident, et en particulier les Européens, à l'époque bien sûr les deux gouvernements, mais surtout aussi les Européens, avaient adopté une attitude constructive en faveur de la paix. Durant ces 3 ans et demi de guerre, il n'y a eu aucune tentative de la part des Européens de mettre fin à cette guerre par des moyens pacifiques. Le seul qui est essayé, c'est le Premier ministre hongrois Orbán, et il a été vivement critiqué pour cela. Il a essayé de sortir les Européens de cette impasse, selon laquelle il n'y aurait qu'une issue militaire, c'est-à-dire une défaite militaire de l'Ukraine. Cela n'a rien changé. Ah oui, la question concernant l'Allemagne. Oui, j'ai l'impression que l'Allemagne joue un rôle très ambivalent. Nous avons 2 États européens qui s'engagent très fortement, notamment sur le plan militaire. Il s'agit de la France et du Royaume-Uni. Je rappelle ici les réflexions menées depuis un certain temps concernant une force de réassurance qui devrait être déployée en Ukraine en cas de cessez-le-feu ou de négociation de paix réussie. L'Allemagne est un peu ambivalente à ce sujet, mais politiquement, elle adopte une position très ferme. Je vais illustrer cela par un exemple. Vous vous souvenez de cette rencontre dans le bureau ovale, donc à la Maison-Blanche le 18 août, où il a été constamment exigé qu'avant qu'une rencontre puisse avoir lieu, il fallait d'abord un cessez-le-feu, ce qui n'est pas réalisable ainsi. Cette exigence a également été formulée à plusieurs reprises du côté allemand. Par ailleurs, la manière allemande de formuler certaines choses, permettez-moi de le dire ainsi, montre une inclination mentale vers la guerre. Que ce soit conscient ou inconscient, je ne peux pas en juger. En tout cas, je considère cela comme très imprudent. Nous l'avons encore vu récemment dans le contexte des drones au-dessus de la Pologne. Nous devons vraiment essayer de gérer les choses de manière à ce qu'une défaite militaire catastrophique de l'Ukraine ne se produise pas. Personne n'a intérêt à cela. Et nous ne pouvons l'empêcher qu'en menant des négociations fructueuses pour les 2 parties, en tenant compte des intérêts des 2 côtés, y compris les nôtres. La fin de la guerre n'est en réalité pas un but en soi, mais elle est la condition préalable à l'émergence en Europe d'un ordre de paix et de sécurité dans lequel la Russie et l'Ukraine ont leur place et qui offre à toutes les parties stabilité et sécurité pour l'avenir. C'est en fait le point décisif. Et le fait que les Européens ne travaillent pas à cela, je ne considère pas seulement cela comme une négligence, mais comme une irresponsabilité extraordinaire. Vous soulevez un point très intéressant concernant le fait que les propositions de paix de la Chine et du Brésil ont été rejetées, tandis que les efforts diplomatiques de la Hongrie ont même été sanctionnés. Ce qui est préoccupant, c'est que tout cela s'est produit sur plus de 3 ans et demi, période durant laquelle les Européens n'ont même pas tenté de diplomatie avec les Russes. Ils ne leur ont même pas parlé. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, puisque la Russie considère l'incursion de l'OTAN en Ukraine comme une menace existentielle, que se passera-t-il si la Russie ne parvient pas à atteindre ses objectifs par la diplomatie, compte tenu de ses ambitions stratégiques? Que pensez-vous que la Russie fera militairement? Vont-ils priver l'Ukraine de tout son territoire stratégique, d'Odessa à Kharkov? Comment voyez-vous la fin militaire de cette guerre, si ce n'est pas par la diplomatie? Oui, vous faites une distinction très importante. Il faut en effet différencier entre une victoire politique et une victoire ou une défaite militaire.
Politiquement, j'ai toujours soutenu qu'aucun camp ne pouvait gagner cette guerre. La Russie aussi a dû essuyer un revers considérable, ne serait-ce qu'avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. C'est sans aucun doute un lourd fardeau pour la Russie. Parlons donc des aspects militaires. Je continue de penser que la Russie veut occuper ces 4 régions dans leurs anciennes frontières administratives. Donc, contrairement à ce qui était encore possible au début à Istanbul, il ne s'agirait plus de laisser les habitants décider éventuellement par référendum. Durch ein Referendum die Bewohner entscheiden lassen. Nein, hier geht es tatsächlich darum, Non, il s'agit en réalité de recréer une zone tampon dans ces régions, également entre la Russie et l'OTAN. Et cela inclut aussi, si un accord est conclu, l'ensemble de l'Ukraine. Ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est si la Russie va aussi tenter de prendre Odessa afin d'établir, pour ainsi dire, une jonction avec son groupe d'occupation en Transnistrie. Et surtout, si elle entreprendrait la tentative stratégique de couper l'Ukraine de l'accès à la mer Noire. Ce n'est pas certain. Cela dépend bien sûr aussi fortement de la question de savoir si et quand des négociations auront effectivement lieu. J'ai l'impression que les combats vont quelque peu diminuer dans un avenir proche. Cela est lié à la saison. Le terrain en Ukraine n'est plus aussi praticable pour les forces mécanisées qu'il ne l'était auparavant. Mais cela tient aussi au fait que la Russie a elle-même intérêt à mettre fin à cette guerre. Ce conflit a considérablement limité les marges de manœuvre géopolitiques de la Russie. On le voit à l'exemple de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. L'influence de la Russie sur le Caucase du Sud a nettement reculé en raison de son engagement dans la guerre en Ukraine. Il y a un autre facteur. La guerre au Proche-Orient joue également un rôle important ici. Das ist auch der Nahostkrieg spielt hier eine große Rolle. Sollte es wieder zu militärischen Kampfhandlungen zwischen den S'il devait de nouveau y avoir des affrontements militaires entre l'Iran et Israël, ce serait également un aspect qui ne serait pas vraiment agréable pour la Russie. L'Iran est un allié proche de la Russie, et il se pourrait bien que la Russie essaye alors d'influencer une solution pacifique, ce qu'elle ne peut pas faire actuellement. Donc la Russie a ici un handicap évident. Et pour retrouver cette capacité d'action géopolitique, il faudrait en fait que cette guerre prenne fin. Au fond, c'est aussi l'un des aspects qui me rendent optimiste quant au fait que finalement, la raison finira par l'emporter. L'autre aspect est bien sûr l'intérêt constant de Trump à jouer lui-même un rôle actif dans la résolution de cette guerre. Mais pour l'instant, nous sommes dans une impasse qui résulte du fait que lors des dernières séries de négociations à Istanbul en juin, les sujets essentiels n'ont pas été abordés. La Russie avait en effet communiqué sa position sur un cessez-le-feu et des négociations de paix avec l'Ukraine dans un mémorandum le 2 juin et avait invité l'Ukraine à négocier à ce sujet. Cela a été refusé. Zelensky a rejeté cette proposition et déclaré qu'il ne voulait discuter que d'un échange de prisonniers et des enfants déportés. Und über die verschleppten Kinder reden. Deshalb ist zum Beispiel auch der ständige Vorwurf an die C'est pourquoi, par exemple, le reproche constant adressé à la Russie, selon lequel la Russie ne veut pas négocier, qu'il est impossible de négocier avec la Russie, n'est pas fondé. De plus, après ce reproche, après la rencontre à Anchorage et la réunion du président américain avec les Européens, les deux parties ont durci leur position. La Russie a déclaré qu'elle était également prête à une rencontre. Cependant, celle-ci doit être soigneusement préparée. Il doit y avoir un ordre du jour et il doit déjà y avoir eu au plus haut niveau possible des négociations ou des pré-négociations qui nous permettent d'évaluer s'il est pertinent d'organiser une telle rencontre. Cela correspond à peu près à l'approche d'Istanbul en 2022. L'Ukraine, en revanche, a déclaré vouloir d'abord élaborer les détails des garanties de sécurité. Ceux-ci devraient ensuite être acceptés par la Russie. Et ce n'est que si la Russie accepte ces détails
que nous serons prêts à une rencontre. Nous voyons donc ici que cette contradiction entre les deux positions est très difficile à résoudre. J'espère justement que le président américain tentera exactement cela, alors qu'entre-temps, les combats continuent, que des gens continuent de mourir et que le pays continue d'être dévasté. C'est la tragédie de ces deux parties en guerre, et cela s'explique aussi par l'influence de l'Occident. Je suppose que le danger, en l'absence de toute négociation, est qu'il ne reste qu'une solution militaire. Vous avez mentionné plus tôt la tendance à l'escalade en introduisant de nouvelles Wunderwaffe, ou armes miracles, pour renverser le cours de la guerre. Et cela semble être la démarche adoptée à chaque fois que la guerre par procuration prend une mauvaise tournure. Nous semblons introduire des armes de plus en plus puissantes. Il est bon de se rappeler que Biden avait un jour déclaré que l'introduction des F-16 signifierait la Troisième Guerre mondiale. Mais nous sommes allés bien au-delà de cela. J'aimerais donc vous interroger sur la rhétorique de guerre et l'escalade entre la Russie et, bien, désormais surtout les Européens. Cela s'est beaucoup intensifié. Dans quelle mesure voyez-vous aujourd'hui un risque que la Russie et l'Europe, voire l'OTAN, s'engagent réellement dans une guerre directe? Il y a deux aspects qui pourraient conduire à une escalade, dans le passé comme à l'avenir. Le premier aspect concerne l'Ukraine. Comme l'Ukraine est très affaiblie sur le plan militaire et qu'il est pratiquement impossible de maintenir la défense, il ne s'y déroule en réalité plus que des combats de retardement. C'est pourquoi l'Ukraine essaye depuis longtemps déjà d'escalader sur d'autres terrains afin d'entraîner l'OTAN dans cette guerre. Par exemple en attaquant le système d'alerte précoce nucléaire stratégique, en attaquant la flotte de bombardiers nucléaires stratégiques de la Russie, ou encore en attaquant des centrales nucléaires. Ce sont des tentatives de porter cette guerre à un autre niveau, en particulier à celui entre les États-Unis et la Russie, et ainsi d'étendre ce conflit. L'autre aspect concerne les intentions, notamment de la part des Européens. On entend sans cesse dire qu'il faut mettre l'Ukraine en position d'utiliser efficacement des armes loin à l'intérieur de la Russie, en lui donnant ainsi une perspective stratégique. Le mot-clé ici est le système allemand Taurus. Et cela signifierait en fait que les Européens franchiraient le pas, passant d'une implication indirecte dans cette guerre à une implication directe. Mais je pense que les Européens sont très conscients que sans le soutien des États-Unis, cela serait une entreprise qui mènerait à une guerre européenne élargie et à la destruction de ce continent. J'espère en tout cas que vous en êtes bien conscient. C'est pourquoi je suis également très préoccupé par ces efforts de la soi-disant coalition des volontaires, qui essaie sans cesse de mettre le pied dans la porte, que ce soit dans le cadre d'un traité de paix ou d'un cessez-le-feu, tout en sachant pertinemment que la Russie n'acceptera jamais le déploiement de troupes provenant d'États membres de l'OTAN en Ukraine. C'est précisément la position que la Russie défend depuis le début. L'Ukraine doit, comme le prévoit sa constitution, être un État neutre, non aligné, sans armes nucléaires. Aucune troupe étrangère ne doit être stationnée sur le territoire ukrainien. Ce sont là, en fait, les points essentiels. Donc, ce que l'on cherche à atteindre, c'est justement cette grande zone tampon entre l'OTAN et la Russie, afin d'éviter qu'une escalade incontrôlable politiquement ne survienne à cause d'une défaillance technique ou humaine. Cette situation s'est d'ailleurs récemment reproduite avec les drones au-dessus de la Pologne. Dans ce cas, on n'a pas vraiment agi comme il conviendrait en situation de crise, c'est-à-dire en cherchant le contact, en essayant d'éclaircir la situation, en établissant des faits. Mais on a immédiatement réagi, presque par réflexe pavlovien, en déclarant qu'il s'agissait d'une provocation, voire d'une attaque.
Je voudrais également souligner un autre point dans ce contexte, le risque d'être entraîné dans cette guerre. Maintenant, également en lien avec cette histoire de drone, le président ukrainien a de nouveau évoqué la nécessité de prendre des mesures préventives pour empêcher que de telles choses ne se produisent. Et même cette proposition, qui avait déjà émergé au début de la guerre, à savoir l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'ouest de l'Ukraine, est revenue sur la table. Une zone d'exclusion aérienne signifierait qu'il y aurait un conflit direct entre l'OTAN ou les États qui mettraient en place cette zone et la Russie. Il faut en être conscient. Tout cela a déjà été débattu, mais la question revient sans cesse. Et l'autre question est la suivante. Comment les Européens pourraient-ils, en quelque sorte, glisser dans cette guerre, s'y retrouver entraînés, si une situation se créait qui deviendrait alors incontrôlable? Il existe de manière intéressante une interview de l'ancien président polonais Duda datant du 3 septembre, dans laquelle il explique cet incident qui s'est produit en novembre 2022 lorsqu'une roquette est tombée sur le territoire polonais et je crois a tué 2 personnes. C'était une roquette ukrainienne. Mais il a expliqué que le président ukrainien avait tenté de faire pression sur lui pour qu'il déclare qu'il s'agissait d'une roquette russe. Et il a dit que bien sûr, les Ukrainiens voulaient dès le début entraîner l'Occident dans cette guerre. Et ce qui m'étonne encore plus, il a ensuite poursuivi en disant « Et en fait, ce serait aussi juste. Je ne me souviens plus exactement de ces mots, mais en fait, ce serait aussi cela. » En réalité, il est évident que seule une extension de la guerre à l'ensemble de l'Europe pourrait empêcher la défaite militaire isolée de l'Ukraine. Mais cela conduirait finalement à la destruction du continent européen dans son ensemble. Les responsables politiques doivent en être conscients, même lorsqu'ils affirment dans leur discours que la Russie restera toujours notre ennemi ou qu'il est possible de vaincre la Russie. Non, ce n'est pas possible. La seule solution qui permettrait de sauver l'Ukraine et d'éviter que nous soyons entraînés dans ce tourbillon, c'est d'engager des négociations de paix qui servent les intérêts des 2 parties, tout en étant compatibles avec les intérêts européens. Si je peux me permettre une dernière question de suivi, comment expliquez-vous ce qui est arrivé à l'Europe? Traditionnellement, c'étaient les États-Unis qui avaient tendance à adopter une position plus belliciste. Par exemple, en 2008, ce sont eux qui poussaient à l'élargissement de l'OTAN, tandis que du côté européen, on résistait. À l'époque, Angela Merkel affirmait que cela serait interprété par la Russie comme une déclaration de guerre. Mais aujourd'hui, on constate presque une inversion des rôles. Et en Europe, nous sommes devenus très militaristes et même peu enclins à engager un dialogue diplomatique. Je ne sais pas si vous avez une idée de la façon dont nous en sommes arrivés là. Il n'existe évidemment pas d'explication unidimensionnelle à cela. C'est aussi un phénomène pour moi. Mais de mon point de vue, la situation est la suivante. Dès le début, nous sommes partis d'une hypothèse totalement erronée, à savoir que l'on pourrait mettre fin à cette guerre par une victoire de l'Ukraine. Une illusion, une fiction dès le départ. Et en fin de compte, avec notre argumentation, je me souviens de nombreuses déclarations de soi-disant experts qui ont toujours affirmé, et cela se fait encore en partie aujourd'hui, que l'Ukraine est très forte, qu'elle est résistante, que les pertes russes sont élevées, que l'industrie russe est en train de s'effondrer, et ainsi de suite. Ce récit, que nous avons voulu maintenir pendant 3 ans et demi, 3 ans, aurait dû prendre fin au plus tard avec l'entrée en fonction de Trump. Nous aurions dû chercher à nous rapprocher de Trump et à soutenir ses efforts de paix, mais nous ne l'avons pas fait.
Cela signifie que actuellement, nous continuons à ériger des obstacles, même pour notre allié le plus proche, les États-Unis, dans l'effort de mettre fin à cette guerre. In dem Bemühen, diesen Krieg zu beenden, hat auch damit zu tun, dass wir nicht zugeben. Cela tient aussi au fait que nous ne pouvons pas admettre que nous avons contribué à ce que cette guerre dure déjà plus de 3 ans, que nous avons même alimenté cette guerre en soutenant massivement l'Ukraine financièrement, en lui apportant un soutien militaire, en affaiblissant même notre propre capacité de défense pour soutenir l'Ukraine. Et enfin, en ayant omis ou en n'ayant pas été capable de tenter ne serait-ce qu'une seule fois de parvenir à une solution pacifique par des négociations de paix. C'est cette persévérance. J'avais raison. Mais à la fin, c'est précisément cette attitude qui se retournera amèrement contre nous. D'abord pour l'Ukraine elle-même, mais finalement aussi pour nous. Car si l'Ukraine perd cette guerre militairement, nous la perdrons aussi militairement. Certes, il s'agit d'une implication indirecte, mais sans notre participation, cette guerre serait terminée depuis longtemps. Ohne unsere Beteiligung wäre dieser Krieg längst zu Ende. Das muss man, ohne diese Unterstützung wäre dieser Krieg längst beendet. Sans ce soutien, cette guerre serait terminée depuis longtemps. Donc on ne peut qu'espérer, au final, que Trump l'emporte. Et mon impression est en effet qu'il essaie aussi de normaliser les relations avec la Russie. C'est un point très important. Cette rencontre à Engels l'a montré très clairement. Il y a plusieurs signaux qui vont dans ce sens, tout l'environnement, tout le déroulement de cette rencontre. Mais il s'agit aussi, justement, de parvenir réellement à une normalisation. Et cela par des moyens politiques. Améliorer les relations économiques et surtout rétablir une stabilité militaire qui s'est largement perdue ces dernières années entre ces deux superpuissances nucléaires stratégiques. Par des négociations sur le contrôle des armements, cela est imminent, concernant les systèmes d'armes nucléaires stratégiques. Au plus tard, jusqu'au 5 février de l'année prochaine, elles doivent être poursuivies. Et je pense que les deux parties y ont un grand intérêt. Mais il s'agit aussi, je tiens à le souligner en conclusion, de la question de la position que nous occuperons dans un futur ordre géopolitique mondial. Jusqu'à présent, nous avons qualifié ce nouvel ordre mondial d'ordre des grandes puissances rivales, la Russie, la Chine, les États-Unis. Désormais, quelque chose de nouveau émerge, un monde multipolaire. Et nous, Européens, devons aussi nous demander quelle est notre place. Nous, Européens, avons perdu une influence considérable dans l'arithmétique du pouvoir géopolitique à cause de cette guerre, et nous continuerons d'en perdre, notamment en raison des désavantages économiques que cette guerre nous a causés. Nous devons donc essayer de renouer une alliance étroite avec les États-Unis et, à travers une issue pacifique à ce conflit, construire un nouvel ordre de paix et de sécurité en Europe. J'ai moi-même eu cette préoccupation, à savoir que l'incapacité des Européens à trouver leur place dans un monde multipolaire fait partie des raisons de la panique et du manque d'imagination politique. Général Harald Kujat, merci beaucoup pour vos éclairages. Ce sont effectivement des temps très dangereux. Alors merci encore. Croisons les doigts. Keep our fingers crossed.